Notre invité est avec nous, c'est Dominique Farrugia. Bonjour Dominique. Bonjour Moulay Dachour. Bonjour. Dominique Farrugia, tu viens de publier « Elle ne m'a jamais quitté » aux éditions Robert Laffont. C'est qui elle? C'est ma stéréose en plaques avec laquelle je vis depuis 30 ans. Donc j'ai passé pratiquement plus de temps avec elle que sans elle. On va en parler dans un instant, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur cette voix que les gens d'Europe 1 ont connue. Ah oui, alors on a avec les nuls, on a fait le Zouzouk qui était un jeu. Et avant, pour Europe 2, on faisait des petits sketchs, des petites pastilles sur lesquelles on avait vraiment fait beaucoup. Je sais pas où c'est ça aujourd'hui, mais c'était vraiment, enfin, mon souvenir est que c'était drôle. Je sais pas si c'est encore drôle. Il y a eu des recettes, c'est ça? À l'époque, il y avait Maïté et il y avait Alain. On avait fait, et donc elles étaient deux, tu sais, une avec un accent. Et elle a fait, aujourd'hui, on va faire une recette qui s'appelle l'âne fourré au romarin. Alors, vous prenez le romarin, vous le mettez dans le... Et maintenant, il faut là. Non, j'y arrive pas. Dans la nuque. Voilà, ça dit dans la nuque. Voilà. On s'était bien marré. On faisait que des... C'était une super bonne période créative avec mes camarades. Quand on écrit un livre, est-ce qu'on doit se souvenir de tout? Est-ce qu'on réinvente des choses? C'est mon souvenir. C'est pas le souvenir des autres. J'en parlais avec mon frère qui me disait, ouais, tu vois, là, peut-être, je pense pas que c'était à cette époque. Je t'écoute. Dans ma tête, c'est comme ça. On n'a pas le même regard. On voit les choses différemment. Je pense que le rendez-vous avec Claude Berry, tel que je le décris dans le bouquin, qui n'a pas produit La Cité de la Peur, c'est ma vision. Ce sera peut-être pas la vision d'Alain ou la vision de Chantal. Aujourd'hui, c'est quoi le métier de Dominique Farrugia? C'est essentiellement producteur de séries et de films. C'est quoi un producteur? C'est quelqu'un qui fait accoucher les auteurs d'un scénario ou de plusieurs scénarios, puis ensuite qui les finance. Voilà. Est-ce que c'est plus facile de produire les autres ou de se produire soi-même? Alors, produire soi-même, c'est beaucoup plus facile parce que tu sais que tu débordes, donc alors, on va pas faire une heure sup. Non, c'est plus facile de se produire soi-même parce que on est son chouchou. Donc on lui donne tout à son chouchou. Est-ce qu'on peut produire 1000 fois une personne ou produire 1000 fois 1000 personnes? On peut produire une fois 1000 personnes. On ne peut pas produire 1000 fois 1000 personnes. Ou alors c'est très difficile. J'aimerais qu'on parle musique parce que c'est une émission musicale, Dominique Farrugia, avec un instrument sur lequel j'ai envie de vous questionner. Et cet instrument, c'est la batterie. Allez, on y va. Pourquoi la batterie est importante chez vous? Parce que j'adorais ça, parce que c'est l'instrument que j'ai travaillé le plus, que j'ai voilà, ça faisait partie de moi. Et quelque part, heureusement que j'ai fait de la télé et écrit des conneries. Sinon, aujourd'hui, je serais dans la merde parce que j'arrive plus à jouer. Et la batterie, comment est-ce que vous l'avez touchée pour la première fois? C'était quoi le premier contact? Mon père était batteur. Ça me plaisait, donc j'ai commencé à toucher. Puis après, je me suis payé des cours. Puis j'ai utilisé une vieille batterie de mon père. Puis j'ai acheté ma batterie avec mes petites économies. Et c'était un grand moment. Et j'étais chez mes potes Échec, Mamar et Kamel. Et dans la cave de leur hôtel, on répétait là-bas et j'ai monté ma batterie là-bas. Est-ce que le tempo, c'est quelque chose qui vous a accompagné toute votre vie? Sans tempo, il n'y a pas de comédie. C'est le rythme qui donne le flow, qui donne la vanne. C'est comme ça qu'on l'a. Il y a des gens cosmiques comme certaines personnes que vous avez autour de vous qui ont des flows incroyables. Je pense à Jimo, qui a un rythme super personnel, mais qui arrive à sortir des vannes, mais d'un autre monde. À contre-temps. Et il est au-delà du contre-temps, il est au fond du temps, lui. Il est au fond du temps. Et Jimo, c'est un mec que j'ai découvert grâce à toi, et qui j'ai une passion pour ce mec, une passion. Il est venu un jour dans mon bureau me pitcher un film, j'étais mort de rire. Mais c'est le mec qui a le moins envie de faire d'un film de la planète. C'est magnifique, c'est magnifique. Et à quoi on reconnaît qu'une vanne a un bon tempo? C'est difficile à dire. Si elle te fait rire, en principe, c'est le bon tempo. Le bon truc, c'est de placer la chute au bon moment et de pas être perdu dans trop d'explications. Non, il y a des mecs qui l'ont, il y a des mecs qui l'ont pas. Il y a des nanas qui l'ont, des nanas qui l'ont pas. C'est compliqué. Je trouve que dans la nouvelle scène, il y a des nanas qui sont très très fortes. Des mecs aussi.
Il y a un mec comme Alban Ivanov, c'est un ovni. Pareil, pour moi, vu ces spectacles, je les ai vus qu'en vidéo, parce que c'est compliqué pour moi d'aller dans les salles. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ça tombe, c'est fort, très fort. Pourquoi est-ce que moi, quand j'étais plus jeune, ou même encore quand je revois les images, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Dominique Farrugia, Chantal Lobby, Bruno Carrette et Alain Chabat prennent la parole, sans même faire de blagues, c'est drôle. Est-ce que vous avez travaillé ça jusque dans la diction, en fait? Non, jamais de la vie. On a travaillé nos vannes, on a travaillé nos sketchs. Maintenant, en interview, il y en avait qui étaient plus ou moins bons que d'autres. Moi, j'aime bien la fonction de sniper, c'est-à-dire de glisser une vanne au moment où on l'attend pas. Ça, c'est assez marrant. Après, on avait chacun nos rôles, on avait chacun nos attitudes. Et puis moi, en vieillissant, j'ai pris un peu de bouteille et j'ai commencé à faire des vannes un peu plus drôles que je ne faisais au début. Funky Drummer, Dominique Farrugia, vous l'avez dit, morceau samplé plus de 1000 fois. J'ai le nombre exact. Ouais, allez-y, ça m'intéresse. Plus de 1300 fois. J'adore. Non, mais ça me rappelle Eric B. Rakim, ça me rappelle plein de rappeurs des années 80. Des années 80 et 90 qui s'en sont servis plus d'un millier de fois. C'est génial. Le batteur de cette chanson s'appelle Clyde Stubblefield et en fait, c'est le breakbeat qu'on entend au début qui a servi à faire la majorité des morceaux de rap avec cette caisse de résonance incroyable. Et beaucoup de rappeurs l'ont juste samplé et en fait, sans le savoir, James Brown avait créé le rap. Exactement. Il a même plus que créé le rap, puisqu'on l'a tellement pompé qu'à un moment, il s'est réveillé en disant « Je voudrais un peu d'argent, messieurs. » C'est ça. Et ça le saoulait. Il disait ça me fait plaisir qu'on m'appelle le Godfather, mais à un moment, j'aimerais bien qu'on me paye. Ouais, c'est ça. Exactement. Le morceau, ça a été samplé, je le rappelle, par Dr. Dre, Public Enemy, LL Cool J et même George Michael dans le morceau Waiting for That Day. Le morceau Elle ne m'a jamais quitté parle de la sclérose en plaques, mais également de votre femme. We Are the Champions, c'est un morceau qui célèbre la victoire. Est-ce que vous, à un moment, vous vous êtes dit, voilà, avec les nuls, on est au top du top, et arrive un moment cette sclérose en plaques? On sortait de la mort de Bruno Carrette, et puis tout d'un coup, Alain de Greff est venu nous voir. Alain de Greff, c'était le patron des programmes de Canal. Disant, vous n'allez pas vous arrêter là, il faut continuer. Et nous, on était prêts à tout abandonner. Et on a fait Histoire de la télévision. Et d'Histoire de la télévision, on est passé à Les Nuls, l'émission, et c'était extraordinaire. Et là, j'ai découvert que je commençais vraiment à être malade, que je n'arrivais plus à courir, j'ai du mal à monter, descendre des marches, plein de petites merdes comme ça, et je ne voulais pas être malade. Donc ça a été un facteur extrêmement bloquant. Comment est-ce que vous l'avez appris concrètement? Par un médecin, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir Wikipédia à l'époque, donc j'ai pas pu directement savoir que ça allait peut-être briser ma vie. Donc j'ai continué à vivre normalement, à faire la teuf normalement, à aller écouter de la musique, à aller au concert, à faire tout ce que je pouvais faire enfin, parce que je gagnais super bien ma vie. Et c'était des moments géniaux, les nuls l'émission. C'était 6 jours sur 7 de travail, d'écriture, de tournage. Et comme je le dis dans le livre, on avait par contrat une fête tous les week-ends. Donc c'était marrant. Ouais, et on se réveillait tard le dimanche et on s'appelait, et le lundi on retournait au boulot. Elle ressemblait à quoi ces fêtes? À tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'était une grande lâchade. Après avoir bossé comme un dingue toute une semaine, on écrivait 52 minutes par semaine. On répétait, on jouait en live. C'était avec un groupe invité. Et ça pouvait être un méga groupe comme un groupe plus petit. Mais il y avait vraiment des... Quand t'as Red Hot Chili Peppers qui viennent, qui jouent, qui répètent, qui jouent après, et ça nous est arrivé. Quand t'as Willy DeVille qui vient et l'invité... Je sais plus qui était l'invité, mais je me rappelle que l'invité musical a fait un bœuf avec l'invité. Enfin, il y avait des moments tarés. Et comment vous commencez à sentir les premiers symptômes, en fait? C'est pendant les fêtes? Vous avez mal à la jambe? Ça se passe... Un jour, ma jambe lâche dans le tournage d'un sketch. Me dit que c'est pas grave. Puis j'ai des fourmis dans les jambes. Et puis j'ai du mal à courir. Et puis je vais voir des médecins qui me disent oh, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Mais voilà, c'est des petits trucs qui arrivent, qui te diminuent, qui te fatiguent. Et puis voilà. Puis après j'ai consulté et le père d'un de mes vieux potes qui est médecin m'a dit tu devrais aller voir un neurologue. Et j'ai vu un neurologue. Et on a fait des tonnes d'examens et à la fin on a décelé que c'était une sclérose en plaques. Quand ça arrive, est-ce qu'on décide de continuer à ce rythme de travail? Est-ce qu'on ralentit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment dire? Moi,
j'ai tout fait pour pas que ça se voie. Parce que j'avais envie de continuer ce que je faisais. Parce que moi, de travailler en faisant rire, c'est exactement ce que j'avais de plus fort en moi. J'étais heureux, j'avais une belle vie, je voulais pas que ça s'arrête. Donc j'ai tout fait pour le cacher. Mick Jones du groupe Les Clash disait « Je ne me souviens pas avoir eu de vacances aussi longtemps qu'a duré The Clash ». Est-ce que c'est pareil pour les nuls ? Ouais, et puis pareil. D'une part, avec les nuls, c'était beaucoup de travail, mais c'était aussi beaucoup d'amusement. Mick Jones est venu à Invité Musical de Les Nuls Émissions, et comme j'étais fan des Clash, ils m'ont laissé faire un sketch avec Mick Jones. Elle ne m'a jamais quitté est disponible aux éditions Robert Laffont. Dans ce livre, vous parlez de l'importance du soutien de votre femme Isabelle. Bien sûr, bien sûr. Vous dites « Je vais pas mentir, on a beau être amoureux, c'est difficile pour un couple de le rester quand on en passe par là, d'autant plus qu'on a nos écarts comme tout le monde. Heureusement, la maladie ne les creuse pas, au contraire. » Elle nous rapproche énormément, et puis j'essaie aussi de l'épargner un maximum et d'épargner ma famille un maximum. C'est la base de tout. Mais c'est vrai que si il n'y avait pas ma femme, je ne serais pas là en train de vous parler maintenant. À quel moment on sait qu'on est tombé sur la bonne ? Je sais pas, c'était instinctif avec elle. Il y a un truc bizarre, voilà. Mais j'ai dragué pendant 6 mois, j'ai fait une cour intensive, voilà. Et pas lâché. Et là, ça va faire 18 ans qu'on est mariés en janvier. 6 mois de drague ? Oui, monsieur. Comment on s'y prend ? Je veux le tutoriel. Non, mais j'ai tout à la maison, je t'amènerai. J'apporterai tous les détails. Ouais. Là, je veux le tuto, des petits indices pour nos auditeurs. Non, mais c'est long, et puis c'est perso aussi. Je vais pas tout lâcher. C'est rare de nos jours, 6 mois de drague. Aujourd'hui, on est quand même dans une consommation. Non, mais encore une fois, c'était il y a 17 ans, 18 ans. Donc il y a 18 ans, pas Tinder, pas tout ça. Non, là, aujourd'hui, on swipe. C'est ça. À l'époque, on faisait la cour. Et il y a eu des lettres. Il y a eu des mots, des SMS, des fleurs. Des fleurs, du vouvoiement. Non, il y a eu beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de choses. Des pleurs ? Non, jamais. Non, jamais. Des rires, beaucoup. Ouais. Beaucoup de rire. Exactement. Le rire séduit encore. J'espère. Sinon, on est mal barrés, et toi et moi. On n'a que ça, nous. Est-ce que quand on est atteint d'une sclérose en plaques, le rire, ça aide ? Moi, j'ai toujours essayé d'avoir du recul sur tout ça. J'en ai fait des blagues. Ça me faisait marrer moi, moins mes camarades. Je me rappelle d'Alain, Alain Chabat, pardon, qui était un peu réticent à toutes ces vannes. Et j'ai revu un truc bizarre. J'ai revu un 93 Faubourg d'Ardisson où j'étais avec Jamel et je balançais des vannes sur ma maladie. Et on me disait, mais c'est un stand-up. Je dis, non, mais ça me fait marrer. Et voilà. Enfin, c'était étrange. Et est-ce que la musique, ça aide ? Moi, je peux pas vivre sans musique. Je suis... Non, mais c'est ma drogue. Moi, j'ai de la chance. Je suis un métier qui marie la littérature, la musique et le cinéma. Donc, sans ces trois-là, je peux pas vivre. Moi, la musique, je sais pas, c'est mon week-end. J'écoute de la musique à donf, même trop fort pour les autres. Voilà, non, je fais chier personne en semaine, mais alors putain, le week-end. Est-ce que c'est source de conflit avec les enfants, la musique ? Alors, pas de conflit, parce que pour l'instant, j'ai encore le papa qui gueule plus fort, mais parfois, le rap qu'elles écoutent peut m'énerver un peu. Voilà, je ne citerai aucun nom. et comme disait Jay-Z, death to autotune. Et Jay-Z disait aussi, si vous voulez écouter le Jay-Z d'avant, écoutez mes albums d'avant. Exactement. Donc, le rap, c'était mieux avant ? Non, je dis pas le rap, c'était mieux avant. Je retrouve plus mon rap que j'aimais. Alors j'écoute plus du rap de 90-2000 avec des incursions d'aujourd'hui, avec des artistes américains que j'aime beaucoup, des artistes français aussi que j'aime beaucoup, mais voilà, je suis peut-être un peu... Voilà, je suis pas très autotune. That's My People, solo de Cool Chain de NTM sur Europe 1. C'était un choix de Dominique Farrugia. Qu'est-ce qui vous touche dans ce morceau ? Déjà, le rap et Chopin. D'une part, c'est magnifique. Le sample de Chopin, ouais. Le sample de Chopin, c'est parfait. Je me rappelle, vous aviez fait un truc avec l'Odéon. Exactement. C'était vachement bien. C'est vachement intelligent. Non, j'aime ce rap-là, et c'est parce que c'est un rap qui est constitutif de ma vingtaine et ma trentaine. Donc, c'est sûr qu'on a... voilà, j'ai 59 ans et je réécoute ces trucs-là et je continue à les écouter tout le temps.
Que ça soit NTM, c'était vraiment magique, c'était totalement magique. Et ce titre de Cool Chain est absolument dingue. Mais bon, voilà. Et c'est quoi la phrase qui vous touche le plus dans ce morceau? C'est pas une phrase, c'est l'éthique de ma clique. Ça, pour moi, c'est super fort. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. Ouais, et ces mots-là sont puissants et résonnent encore plus fort aujourd'hui, je trouve. Est-ce que c'est quelque chose qui définit votre équipe avec les nuls, de se dire on aurait pu faire des choses, faire des concessions, on a quand même gardé une certaine ligne? Oui, et puis on a aussi jamais fait... on n'a jamais fait de suite à La Cité de la Peur parce qu'on n'avait pas envie de faire moins bien. Alors qu'on nous l'a offert et qu'on nous l'a proposé avec beaucoup d'argent. Voilà. Mais je pense aussi à mes potes d'enfance qui ont toujours été là, toujours été autour de moi, toujours été proches de moi et m'ont ramené d'endroits où j'aurais pas dû être. Est-ce que lorsque vous êtes tombé malade de cette sclérose en plaques dont vous parlez dans ce livre, Elle ne m'a jamais quitté, il y a des amis qui ont disparu et d'autres qui sont apparus? Non, mais mes amis ont toujours été les mêmes, sauf quand peut-être j'ai glissé vers des choses qu'on ne doit pas prendre et là je voyais d'autres personnes et c'était pas les bonnes. Voilà. Celles-là ont disparu. Bah, totalement. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces personnes n'apparaissent pas dans notre vie? On a tous un instinct de survie et il faut faut faire confiance à cet instinct de survie. Born to Run quand on est en chaise roulante. Eh ouais, mais le morceau est magnifique, c'est Springsteen. J'adore ce titre, je l'adore en live, je l'ai vu plusieurs fois, pas assez à mon goût. Je suis pas un Springsteenophile comme certains que je connais qui sont vraiment tarés et qui sont allés à New York le voir sur Broadway. On embrasse Antoine Decaune. Voilà, et j'en passe. Mais non, ce titre-là, je l'écoute à donf dans la voiture, j'adore. Le sens de ma question, c'était est-ce que malgré le handicap, vous continuez d'avancer? Je raconte souvent un truc, quand je rêve, je marche. Voilà. Quand je rêve, je marche. C'est quelque chose qui ne vous a jamais quitté? Jamais, jamais. Puis mon espérance, c'est de remarcher un jour. Même peut-être que ça se passera pas, mais j'espère. Quel est votre Bruce préféré? Bruce Springsteen, Bruce Lee ou Bruce Toussaint? Alors je connais bien Bruce Toussaint et je l'aime beaucoup. Bruce Lee, je me suis bien marré quand dans le Tarantino il s'en prend plein la gueule. Et The Boss, voilà. On peut pas. Voilà, les trois Bruce, j'ai tous un atome crochu avec. Pourquoi est-ce que Bruce Springsteen est le boss? Je sais pas, mais c'est vrai que les albums vieillissent pas. Les versions live sont sublimes. Sur Born to Run, il y a une version en live à New York qui est absolument dingue où le tempo est encore plus rapide. Et c'est vraiment très, très, très bon. Je sais pas, c'est le témoin d'une époque, c'est le témoin d'une Amérique qui travaillait, qui est au chômage. C'est un joli témoignage. Puis c'est un type qui est, je sais pas, il a 67 ans, 68 ans. Il envoie sur scène. Concert de 3h30, c'est magique. On a l'impression, en lisant votre livre, en étant avec vous dans cette émission, que la nostalgie, ça fait partie du présent, en fait. Que finalement, vous êtes toujours dans le présent et en incluant le passé. Vous ne faites pas partie des gens qui regardent le passé en disant c'est terminé. Vous avez toujours l'œil sur ce qui se passe, toujours l'oreille attentive. Ça serait triste de passer sa vie à dire c'était mieux avant. Voilà. C'était bien avant, c'est bien aujourd'hui aussi. Non, il faut vivre avec l'époque, avec le temps, et essayer d'apporter ce qu'on peut apporter comme témoignage d'avant pour dire les gars, faites attention, ne sombrons pas de ce côté-là. On a failli passer en 2002. Voilà, faisons attention. Est-ce que quand... moi, la question que je me suis posée en lisant votre livre, c'est est-ce qu'à un moment, ça vous arrive de ne pas travailler? Oui, j'ai des moments où je travaille pas. Le travail pour moi est une sorte de récréation. Après, j'ai du retard en ce moment, par exemple, ça m'énerve. Il y a plein de choses que j'arrive pas à lire, que j'ai pas eu le temps de lire, donc je dois lire des scénarios, des choses comme ça. Donc j'ai pas bossé ce week-end, par exemple. J'ai rien foutu. Ça vous arrive maintenant d'apprendre à éteindre le téléphone? Oui, je le fais pendant certaines vacances. J'éteins pas le téléphone complètement. Allez. Il n'est pas éteint pour qui? Non, il y a toujours un petit peu de boulot derrière. Toujours. Mais c'est ma... C'est quoi le chantier qui vous excite le plus en ce moment? Je suis en train de vivre une nouvelle expérience puisque je coproduis
une série. J'avais jamais fait ça. Donc je regarde les rushs, je vois comment ça se passe. C'est différent du cinéma. J'ai une série en tête que j'ai vraiment envie de faire. Et je suis associé avec 2 auteurs formidables. Et on travaille dessus, on essaye de la vendre. Voilà, ça c'est mon chantier. Une série qui se passerait à la fin du 19e, avec la bataille entre 2 familles à la fin du 19e. Ça m'intéresse. Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui vous excite encore, d'avoir encore envie de réaliser des films ? Oui. Oui, bien sûr. Je sais pas quand, mais j'aimerais bien en faire un. Peut-être un dernier, j'en sais rien, mais j'aimerais bien en refaire un. J'aimerais bien retrouver un sujet qui m'excite suffisamment pour aller au bout. Voilà. C'est compliqué le cinéma en ce moment. Il y a moins de monde dans les salles. Il y a que les très très gros films qui marchent. Les films, ce qu'on appelait les films du milieu, sont en train de dépérir un peu. Voilà, la série est quelque chose de très fort. Il y a des séries qui sont absolument dingues aussi. Donc, je suis heureux là où je suis. Je suis heureux de faire ce que je fais. Ce qui me plairait bien, c'est de trouver le sujet qui m'intéresse et d'y aller à fond. Ça a été quoi votre dernière claque ? Série, film, tout confondu ? Là, je viens de voir sur HBO un truc qui s'appelle Scène d'un mariage. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien. C'est un réalisateur israélien, celui qui a créé In Treatment, en thérapie, qui a repris une série qu'avait fait Ingmar Bergman, qui l'a adaptée de nos jours. Un acteur, une actrice fabuleuse, et c'est dingue. C'est dingue comment on arrive à créer avec 2 personnages, 4 murs, une maison, un truc fantastique. 5 épisodes. Si vous êtes abonné à OCS, regardez ça. Pour moi, c'est époustouflant. Dominique, est-ce que je peux vous présenter 2 frères dont vous allez tomber raide dingue ? 2 frères qui viennent de Toulouse, c'est pas Big Flo et Oli. Non, c'est pas Antoine Dupont. C'est Mousse et Hakim du groupe Zebda. Daron de la Garonne vient de sortir. C'est quoi cet album ? C'est un album qui est né d'un cadeau que nous a fait la sœur de Claude Nougaro, qui s'appelle Hélène Bignon, et qui, au moment où on s'est rencontrés, nous a proposé de nous confier des textes inédits. Donc quand cette proposition arrive, on est comme explosé, parce que c'est vrai qu'on a connu Claude Nougaro, on l'a rencontré, il nous a écrit un texte en 2002, et là il y a quelque chose qui se prolonge, parce qu'au moment où on se demande ce qu'on va faire, on a cette proposition et on attaque un travail de composition sur ces textes. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, c'est qui Mousse et Hakim ? Alors moi je m'appelle Hakim Amokrane, je suis né le 30 novembre 1968 à Toulouse, de parents bergers et bergères kabyles, immigrés dans les années 60. On a commencé la musique avec le groupe Zebda à la fin des années 80, 88, 89. Après on a fait beaucoup de routes. À un moment donné, dans les années 99, on est monté sur le mât, on a sonné la cloche, on a fait tomber la chemise, on est descendu du mât et on a continué la route. Et on a fait l'album Motivé, Origine contrôlée, 100% collègue. On est des artistes de scène, c'est vrai que c'est un peu ce qui nous caractérise, mais on a aussi composé pas mal de disques et de chansons. Et voilà, on vient de Toulouse et on navigue, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée justement que on a des choses à partager, des choses à dire, et de permettre une définition un peu de cette idée en mouvement, pas celle qui est figée comme certains l'entendent, l'identité qui bouge et de savoir se définir, tout ce qu'on appelle nous le devoir d'invention. Très heureux d'y participer. Vous êtes également un groupe extrêmement militant. La plupart des thématiques que vous avez développées au cours des années étaient inaudibles il y a quelques années, même par la presse de gauche. Et aujourd'hui, ces thématiques, elles commencent à être infusées chez beaucoup de jeunes et de la nouvelle génération d'une autre manière que la vôtre. Qu'est-ce qui vous parle aujourd'hui dans ce mot artiste engagé ? En fait, c'est très cool que tu dises ça, parce que c'est vraiment ce qu'on pense, en fait. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas que des défaites. Il y a quelques victoires. Et on est heureux de les regarder dans les yeux et de voir la nouvelle génération et de voir par rapport à nous, au moment où on a pris cette parole, où on en est aujourd'hui par rapport à ces thématiques, de voir ces générations mobilisées, de voir cette visibilité donnée à ces thématiques, que ce soit la question des quartiers populaires, des discriminations, des violences policières, toutes ces choses-là qui font qu'à un moment on en parle, mais de manière assez normale, et c'est porté comme quelque chose d'essentiel pour avancer. Donc ça nous fait très plaisir.
Après, être artiste engagé, pour nous, ça a la valeur de la démarche, en fait. Et nous, on est un peu comme Jacques Brel qui disait moi, je veux bien être un artiste engagé si on dit de mon boulanger qu'il est engagé parce qu'il s'applique à faire du bon pain, qu'il y met des produits et des choses. C'est-à-dire, c'est une démarche, une façon de faire les choses. L'engagement ne doit pas être forcément explicite. C'est ça que je veux dire par là. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça vire au créneau. Et donc, c'est un peu des choses comme ça où on essaie de calculer, de viser juste. Nous, là où on a été le plus engagé dans notre parcours, c'est quand on a accompagné les gens dans leur mobilisation et dans leur militantisme, en tant qu'artiste. On est les musiciens de la bande. Quand on a besoin de nous pour faire un concert, un truc sur une thématique, pour donner de la visibilité à une thématique qui nous tient à cœur, on est là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes disent engagés, c'est même un hashtag limite, ou c'est un créneau, c'est que c'est une nouvelle marque, alors que vous l'avez été et vous ne l'avez jamais revendiqué. Ça a toujours été la musique en premier. Mais les militants savent qui vous êtes. Les militants savent, et comme tu viens de dire, c'est la musique en premier. On est des musiciens, on est des citoyens engagés, et après on a fait de la musique. Après, c'est comme dit Mustapha, on est les musiciens de la bande, c'est à chacun sa compétence. Quand on fait des festivals, je ne vais pas faire le docteur s'il y a un malaise. Je vais aller chanter, C'est ça. je vais faire... Pour nous, la définition de la citoyenneté, ça pourrait être la complémentarité des savoir-faire et l'envie d'en être. C'est déjà un bon début pour avancer. Vous avez un point commun avec Dominique Farrugia, c'est ce mot qui pourrait vous définir tous, c'est origine contrôlée. Yes. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais avec ce bouquin, j'essaye de parler du handicap, mais voilà, c'est exactement pareil. Comment aujourd'hui dans les quartiers on vit le handicap? Comment on reste coincé dans un immeuble parce qu'on habite au 5e étage et qu'on ne peut pas descendre et que pour descendre, l'ascenseur est en panne et je ne peux pas descendre par l'escalier, etc., etc. C'est ça, pour moi, ça va, hein, très honnêtement. J'ai une belle vie, je gagne de l'argent, donc j'ai pas à me plaindre. Je me plains pas pour moi. Je me plains pour ces gens qui sont bloqués, à qui on donne pas de travail, alors que c'est souvent les jambes qui leur manquent, mais pas le cerveau. Moi, je parle de ça. Je veux parler que de ça. Ouais, que de ça. Faut pas fermer la porte quand on est avancé. On se dit ça depuis qu'on est môme, mais on a commencé à faire de la musique. On n'aurait jamais osé le rêver étant enfant de faire ça. Mais le principe, c'est de ne pas fermer la porte. Une fois qu'on est passé. Voilà, on est passé, on laisse la porte ouverte pour ce genre de choses, dans les quartiers, pour les handicapés, pour les homosexuels, pour les femmes, voilà. Tous les combats. Et j'en profite pour faire une dédicace à une amie à nous qui s'appelle Odile Morin à Toulouse, qui est une militante pour le droit des handicapés, pour cette égalité-là. Elle a un collectif, et on parle d'humour, qui s'appelle Andy Social. Très, très joli, très joli. Voilà. Et on la salue. Mais aujourd'hui, on est face à quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se réveillent. Là, ils ont fait des pubs pour qu'on prenne conscience du handicap. Mais en prenant conscience du handicap, ils ne sont pas retournés vers une agence de pub qui engage des handicapés. Exactement. Ils n'ont pas pris un réalisateur qui est handicapé. Ils n'ont pas pris des acteurs qui sont handicapés. Et c'est encore le regard d'invalide sur des handicapés. Et moi, c'est ça qui commence à me gonfler. Ben ouais. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi, Dominique. C'est qu'au bout d'un moment, ils te font faire des films par un mec qui est debout et qui va mettre un mec debout sur un fauteuil pour dire vas-y, fais l'handicapé. On va faire jouer le rôle d'un handicapé à un valide qui va mettre 6 mois à apprendre à se servir d'un fauteuil. Prenons un acteur handicapé, il se sert super bien du fauteuil. Nougat York, repris par Moussé Hakim du groupe Zebda, le morceau extrait de l'album Daron de la Garonne. Pourquoi avoir repris ce morceau-là, Nougat York? Alors d'abord, c'est la seule reprise de l'album, puisque le reste des morceaux, c'est des poèmes inédits qu'on a mis à musique nous-mêmes. Alors on a choisi ce morceau parce que, d'abord, c'est nous on est du même quartier que le Nougaro, le quartier des Minimes à Toulouse. Donc comme je disais, on a eu la chance de le rencontrer, de partager des moments avec lui. Mais le Nougat York, c'est le moment où on rencontre la vedette en musique. Hein. C'est-à-dire que pour nous, c'est juste la vedette de notre quartier. Mais quand le Nougat York sort, nous, on a 18 ans. Et là, on le trouve sur le dance floor en même temps que Bowie. Justement, à côté de Bowie. On se dit, la classe, c'est un peu, déjà le rapport à ce daron musical. Et puis, Nougaro, au moment où il fait cette chanson, il se relève, il sort du désert. Et d'un coup, il se dit, allez, je vais aller à New York. Il part avec un numéro de téléphone. Et il va faire son plus gros tube, Nougat York. Il va faire la chanson qui va être son plus gros tube, et il a 56 ans. Donc il est largement daron, donc c'est vraiment porteur d'espoir pour nous. Non mais il y a ce côté-là, et puis il y a le côté aussi, le groove. C'est-à-dire que cette chanson, on sait Nougaro le poète, le dessinateur, le sculpteur, le chanteur, grand chanteur, mais c'est un groover avant tout aussi.
Papa, avant tout, tout repose sur son physique et sur son énergie physique et son groove. Et nous, Gaillard, il n'y a pas à dire ça groove de ouf. Mousse, Hakim et Dominique Farrugia, vous êtes tous les trois darons. Qu'est-ce qui vous fait peur pour vos enfants, tous les trois? La maladie. La maladie? Ouais. Mais après, sinon, ils grandissent bien, hein, ils sont en forme. Après, comme disait Dominique tout à l'heure, des fois, ça m'énerve la musique qu'ils écoutent. Mais bon, on écoute avec eux, quoi. On essaie de... Ah oui, ça peut être compliqué, ça. Voilà, ça peut être je deviens un vieux. C'est là où je m'aperçois que je deviens un vieux. Tu vois, c'est au moment où tu dis arrête cette. Tu te revois, toi, écoutant un groupe, justement, dans les années 80, et ton père dire pareil. Ouais, nous, c'était papa, je peux écouter Michael Jackson? Non, Slimane Azem. Slimane Azem, grand chanteur berbère. Qui va bientôt avoir une rue à son nom. C'est marrant parce que vous parlez de Slimane Azem qui mélangeait à la fois le texte, la chanson, mais également l'humeur. Et c'est quelque chose qui vous correspond aussi d'avoir toujours de l'humour dans vos chansons. L'humour, il est là naturellement. Après, c'est le rire, c'est la manière d'être, c'est le leitmotiv dans la vie, l'humour. Sinon, on n'avance pas. Le défi, c'est de viser juste. Et l'humour, quand même, pour viser juste, c'est pas mal. Hein. C'est que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de précis, quoi. On parlait avec Dominique de la sclérose en plaques et de ce que l'humour a apporté en termes cathartiques pour réussir à continuer. De quoi l'humour vous a sauvé, vous? Qu'est-ce que l'humour vous a aidé à affronter, à surmonter, Moussa et Hakim? Déjà, dans notre quartier, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on a rigolé sur le banc au quartier, je veux dire, de base, quoi. C'est-à-dire, mais tous ces moments-là, c'est les meilleurs moments de notre... Enfin, nous, on dit toujours... Voilà, on a vécu dans cette adversité-là, c'est une réalité, mais on échangerait notre enfance pour rien au monde. Tellement on a rigolé avec nos collègues, et aujourd'hui encore on mange avec tous nos potes du quartier et on rigole des souvenirs les chambrantes, les surnoms, tous ces trucs, ça te fait exister en fait. Et c'est en grandissant qu'on se rend compte que c'était un milieu compliqué. Oui, exactement. Moi, je dirais notre mère qui a vécu ces dernières années de vie Alzheimer, les 4 ou 5 dernières années, et l'humour, ça nous a bien sauvés avec elle. Parce qu'à un moment donné, on était des étrangers pour elle. Elle savait plus qui on était, mais on savait nous qui elle était. Et par contre, elle vannait tout le temps. Elle ne parlait plus que le kabyle, alors qu'elle était trilingue, hein, français, arabe et berbère. Mais du coup, c'était cerveau-bouche, comme on dit. Donc elle n'analysait plus rien. Et elle nous a sorti des trucs, moi je ne vais pas le dire là, mais du coup, elle était à la vanne tout le temps. Tout le temps sur de la vanne, elle ne se rendait pas compte, mais nous, on se rendait compte que c'était de la vanne. Et vous arriviez à rigoler? Ah, moi, oui. Ah ouais. Ouais. Mais disons qu'après, il y a le fameux deuil blanc, où tu sais qu'elle est là, mais elle n'est plus là, etc. Donc moi, quand j'ai entendu le deuil blanc du psy, j'ai pris ça comme ça et je me suis raccroché à ça. Mais j'ai un souvenir, j'avais ma petite fille qui a 8 ans maintenant, elle avait 6 mois, et il y a une dame qui vient, elle est avec ma mère, et la dame, elle dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette petite. Oui, elle est jolie, elle est jolie. » Et elle lui dit en kabyle « Ton œil sur le mur. » Ton œil sur le mur. Et là, éclatage de rire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, rien de Elle dit merci beaucoup, tout ça. Voilà. Et c'était que ça, avec la daronne. Donc du coup, voilà, ça nous a... Moi, ça m'a bien sauvé là, sur la fin de vie de ma mère. Cette rencontre, je tenais à la faire parce qu'aujourd'hui, Dominique Farrugia, vous êtes producteur dans le monde des séries, de la fiction. Et quand on voit des plateformes comme Disney+, s'intéresser à l'affaire Malik Ousekine, quand on voit un besoin d'une génération de raconter son histoire, c'est ce que fait Moussa Hakim. Vous avez raconté l'histoire de l'immigration. Il y a plein d'histoires inconnues, il y a plein d'artistes, plein de chanteurs inconnus. Est-ce qu'il est temps de raconter ces choses-là pour réconcilier un peu des générations avec leur histoire? Bien sûr, et heureusement qu'il faut les raconter. Et heureusement qu'il faut mettre des noms sur le papier. Il faut mettre il faut dire ce qui s'est passé. On a mis du temps à accepter ce que Vichy avait fait. Maintenant, il faut accepter ce que Papon a fait. Et Papon travaillait pour le gouvernement. Il était préfet de police. Et ça, c'est important et on a oublié de le dire. Moi, ça me déçoit un peu, voilà, tout ça. Et je pense que faire une fiction sur Malik Ousekine, c'est donner quelque chose... Nous, on l'a connu parce qu'on a à peu près le même âge, mais Malik Ousekine, ça a été un gros coup pour nous tous à l'époque. Et là, aujourd'hui, tout ça est oublié. Et ben, c'est dommage. Et d'en refaire une série et de remettre le doigt sur ces voltigeurs à l'époque, vous vous rappelez? Ouais. Des mecs qui étaient derrière avec des bâtons à deux sur des motos, l'autre avec un bâton derrière qui frappait et qui allait courser les gens jusque dans les cages d'escalier. Voilà. J'espère que ça sera bien. Moussa Hakim, quelles histoires ont besoin d'être racontées?
aujourd'hui? En fait, finalement, c'est toutes les histoires, Mhm. sans distinction. Nous, on appelle ça le récit inclusif. C'est-à-dire, c'est le récit qui met tout le monde. C'est-à-dire que ce soit, quelle que soit ton origine, ta religion, ton genre, ton handicap. Voilà, il ne faut pas que le récit soit fermé. Donc, le récit, il est en mouvement, encore une fois. Donc, c'est toutes ces histoires-là. Nous, on a envie de participer à ce récit-là. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire de se raconter en tant que Toulousain. Tout à l'heure, je parlais de devoir d'invention. En fait, c'est finalement ça. C'est-à-dire, j'aime bien, je ne sais plus qui parlait de ça, mais j'aime bien cette idée qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'origine et l'identité, en fait. L'origine, elle est ce qu'elle Dominique est. Farrugia à Caisse. Ah, mais non, mais l'origine, c'est l'origine. Voilà. On a chacun des origines différentes et ça crée notre force, ça crée notre pays. Et de ne pas faire l'amalgame entre origine et identité. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. C'est très, très, très important. C'est ultra important. Moi, mon grand-père parlait pas français. Mon grand-père parlait maltais. Ah. C'est très, très, très spécial. Et voilà. Il est arrivé en France, en arrivant de Tunisie, il parlait maltais et voilà. Et ça m'a pas empêché mon père de s'insérer, de moi m'insérer, de m'extraire de mon milieu social qui était un milieu social modeste. C'est vrai que j'avais envie d'aller ailleurs. J'ai réussi, je suis heureux et j'aime partager aujourd'hui. Quelle fiction, sur quel genre de héros vous aimeriez voir? Quel nom? Quel personnage? Quel personnage? Zorro, Robin des Bois. Mm. Le mec, il aide les autres, il aide les pauvres, contre l'injustice. Le Hogra, comme on dit en arabe. Voilà. Oui, Siman Azem, on en parle tout à l'heure, mais Siman Azem, c'est un grand fabuliste berbère, kabyle, qui a vraiment accompagné notre père, notamment, parce que c'était son artiste favori et préféré. Et quand on parle avec notre père, on lui dit: qu'est-ce qui t'a apporté, Siman Azem? Il disait: il m'a aidé à supporter. Donc c'est intéressant. Et nous, on se souvient que dans la voiture, comme Siman Azem faisait des sketchs, il chantait aussi des fois en français, en se disant: je vais chanter en français parce que les enfants des immigrés, ils comprennent plus le kabyle, maintenant, il faut que je chante en français. Donc, on voyait il y avait des sketchs de l'humour, donc on voyait notre père, moustache, sur la voiture, là, comme ça, et puis on le voyait sourire, on le voyait la larmichette. Tu vois, ces émotions-là, elles ont, je pense, nous ont donné... voilà, donc, raconter son histoire à ce gars qui est enterré à Moissac, à 100 km de Toulouse, parce qu'il avait retrouvé une ferme où il avait ses figuiers là-bas. C'est absolument incroyable, le parcours de ce gars. Le premier Olympia par un artiste algérien, c'est Siman Azem. Dis un truc. Oui. On a oublié de déposer le texte qu'on a écrit en français. Ah, c'est noté. Je vous assure que c'est vrai. Comment ça? On a oublié de déposer le texte. Pour vous dire qu'on n'est pas approgués, comme des qu'on était. Ça se joue 1000 fois en France. On a oublié de déposer le texte français De la carioca. de la carioca. Et ceux qui se disent: tiens, je vais le déposer à sa place, c'est plus possible. On a essayé de le redéposer, c'est trop tard. Voilà, parce que ça vous évite d'aller faire des recherches. Non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. On a oublié de le faire. Donc personne ne touche rien sur la carioca. Non, sur les textes français. La musique, c'est une chanson américaine à la base, donc. Mais Mais quelle Voilà. trouvaille. je sais pas. On était tellement dans. Il y a l'image, on l'a l'image. Alors nous, t'as vu, on s'est dit avec un accordéon, quand on l'a écouté comme ça, juste avant de venir, on s'est dit: ah, mais ça a un petit côté bandas un peu aussi. Ah, très bien. Tu vois, ça peut marcher aussi, façon basque ou autre. Voilà. Ben, Simon, notre accordéoniste, a un message. Il te remercie pas de ce prénom parce qu'il était au collège et il a morflé grave. Simon, tiens un bout de patate ce jour. Simon, tiens un bout de pomme de terre. Mais il t'embrasse quand même. Ben ouais, moi, je l'embrasse très fort. Voilà. Mon père était, je jouais très bien de l'accordéon piano. C'était, Génial. ouais, je jouais ça et du bandoneon aussi. Et il a continué à bosser jusqu'à l'âge de 82 ou 83 ans. Et il a arrêté quand il pouvait plus porter l'accordéon. Voilà. Et ouais. Le piano du pauvre. Et le piano du pauvre, exactement. Pourquoi le piano du pauvre? Parce que c'était. Alors, c'est marrant avec l'accordéon, c'est que c'est aussi des Italiens qui ont donc. Enfin, ça, c'est une histoire, dans l'histoire d'identité en mouvement. Bon, on va dire que le style un peu cliché de l'identité française, c'est le musette. On va dire ça. Mais c'est né de l'accordéon italien en Auvergne, sur les chantiers, avec le mélange de bourrées auvergnates et des Italiens qui étaient toujours avec leur accordéon. Ben voilà, c'est ça le cliché à la française. Disons que porter un piano et jouer dessus comme ça, là, c'est un peu compliqué. Donc du coup, les pauvres, ils avaient l'accordéon avec le clavier piano. Oui, t'as la basse, t'as la mélodie, et puis voilà, puis le chant après. Puis L'identité française en mouvement. en mouvement. Vous écoutez Verveine Underground, nous sommes avec Dominique Farrugia et Moussé Hakim et c'est l'heure de l'infusion, les œuvres qui vous ont infusé quelque chose dans votre vie. Dominique Farrugia, vous avez choisi une infusion, c'est Woody Allen avec Manhattan de 1979 et le film Hamburger Film Sandwich de John Landis en 1977. C'est deux films consécutifs de ma volonté d'écrire des conneries. Bon, Manhattan, c'est un film sublime, mais extrêmement drôle aussi.
voilà, avec un comique qui tout d'un coup se prend au sérieux, mais d'une manière intelligente, travaillant le noir et blanc. Et puis Hamburger Film Sandwich, qui est un film qui n'est fait que de conneries. Que de conneries, c'est un film à sketch. Un film de collage, d'assemblage. Voilà, et moi j'ai vu ça un jour au cinéma, et je me suis dit, ouais, si eux ils arrivent à faire ça, peut-être que je pourrais peut-être y arriver aussi. Donc tout ça, c'est consécutif de ce que j'ai fait après. Et aujourd'hui, est-ce que c'est des œuvres sur lesquelles vous vous replongez quand vous êtes en panne d'inspiration? Non. Alors, le vrai truc, c'est quand tu l'as pas vu depuis longtemps, parfois tu peux pomper. Ouais. Et donc il faut faire toujours très 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 attention à ça, parce que tu sais, écrire des sketchs, mais même les Zucker, Abraham Zucker, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je sais plus lequel. Je pense que l'original, est-ce qu'on peut prendre des photos? Il y a des journalistes qui veulent prendre des photos d'un type. Et est-ce qu'on peut prendre des photos? Ils prennent toutes les photos qui sont en mur et ils s'en vont avec. Voilà, c'est la vanne. Et ben ils se sont aperçus qu'ils l'avaient piqué au Marx Brothers. Ah, bon, Voilà. Et ils l'ont avoué. Tu vois, c'est pas du vol. En fin de compte, c'est de l'héritage. ouais, c'est du sample. C'est du sample. Ouais, exactement. et puis les Marx Brothers, c'est Ouais. du très haut niveau. C'est très haut niveau. Très haut niveau. Mais voilà. Donc c'est en revoyant un Marx Brothers, on se dit oh merde, piqué. Moussé Hakim, en infusion, vous avez choisi un film qui pourrait être un remake joué par vous, c'est les Blues Brothers. Ouais. Bon, c'est déjà parce qu'on est deux et qu'on n'allait pas mettre de film, et on s'est dit, on va prendre les Blues Brothers, parce qu'en fait, c'est déclencheur. Bon, d'abord pour tous les artistes qu'il y a dedans, et cette culture nord-américaine qui nous a fait groover, danser sur le dance floor au quartier. Et aussi parce que dans notre aventure, c'est le premier film qu'on a diffusé dans le quartier sur un écran quand on se mettait à organiser des choses. On a mis un écran, on a balancé les Blues Brothers, et là, il s'est passé un truc incroyable. C'est que tout le monde était là, comme si on était à la fois voilà, dans cette histoire, avec cette énergie, ce style musical. Et nous, et au début, quand on a commencé à faire Zebda, ben, on s'est mis des lunettes noires là, on s'est mis un peu dans cette vibe là, pareil, on s'est inspiré, mais exactement pour les mêmes raisons que Dominique, finalement, on a choisi ce film. Parce que c'est là qu'on a dit, ah ouais, c'est pas mal, à deux, comme ça on peut jouer un truc. Et en musique, vous avez choisi Bob Marley. Ah, Bob Marley, on va dire, c'est l'ADN, la base. On a grandi avec, au quartier. Bon, on a beaucoup écouté de musique, mais Bob, c'est toujours celui qui nous inspire. On a fait quelques samples de temps en temps, de quelques breaks de batterie ou du Bob, quoi. Mais bon, ça reste Bobby Marley, quoi. Le Get Up Stand Up, quoi, aussi. C'est Marley, c'est la parole engagée en musique pour parler justement de. Parce que le reggae est une musique de combat. Et ouais. En livre, vous avez choisi le sublime Les Croisades vues par les Arabes d'Amin Malouf. Terrible. Une autre vision de l'histoire. Bon, nous, on a grandi en France, donc nos ancêtres, les Gaulois, les croisades, les croisés avec la Croix-Rouge qui partent et qui vont sauver le monde. Et puis quand on lit ce livre, on se rend compte qu'il y avait des gens sur place et qui ont vu arriver des barbares. Moi, je conseille quand même. C'est quand même pas mal. Les Croisades vues par les Arabes, Amin Malouf. Moussé Hakim, avant de nous dire adieu, vous avez choisi de nous conseiller l'album Princesse de Karimouche. Oui, Karimouche, c'est notre sista, c'est notre sœur, et c'est vraiment quelqu'un qui a le sens du combat, qui est libre, qui est une artiste incroyable, qui a eu 10 000 vies, qui joue dans la série Les Sauvages, par exemple, et qui a été costumière dans la compagnie Cafig, et qui a son 3e album. C'est quelqu'un qu'on adore et qui porte cette idée qu'on se fait des femmes aussi dans notre culture et dans notre histoire, ce sens du combat, du féminisme inné, j'ai envie de dire. Et donc vraiment, comme elle a sorti cet album, on avait vraiment envie d'en parler. Voilà, Karima, c'est la sœur, quoi, la petite sœur. Écoutez l'album Princesse de Karimouche. Et Dominique Farrugia, vous avez choisi les Fujis. Oui, ils reviennent. Ils reviennent là, ça fait donc l'album à 25 ans. De score. Et voilà, j'ai envie d'entendre ce qu'ils sont aujourd'hui et comment ils sont, parce que ça a quand même été un truc phénoménal quand c'est arrivé. C'était fou, c'était énorme, un son de dingue. Et voilà, bon, il y a les Fujis qui passent 25 ans après. Les réfugiés, quoi. Ouais. Dominique Farrugia, Moussé Hakim, merci d'avoir été avec nous dans merci. Verveine Underground. Je le rappelle, l'album Daron de la Garonne. Et faites-moi confiance, allez sur votre plateforme de streaming, écoutez tout ce que Moussé Hakim ont fait. Tous les albums sont incroyables, il faut tout regarder, il y a des vidéos exceptionnelles, le discours est sublime. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Vous faites partie des artistes à mon cœur les plus importants de ce pays, et tout ce que vous faites, j'adhère et j'adore. Dominique Farrugia, pareil, on se sait. Il n'y a pas besoin de se dire. Là, c'est la grolidarité, comme on dit. Oui, exactement. Génial. Et- Moi, je voulais juste, excuse-moi, merci Mouloud de nous avoir fait rencontrer Dominique Farrugia. Ah, c'est merci, la première merci, fois, mais oui, vraiment, c'est un vraiment. honneur. Mais je le dis sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.